Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profession Sophrologue. L'épisode de cette semaine vient en prolongement de l'épisode 17 où j'ai déjà évoqué les 5 indications courantes assez classiques de la sophrologie. Cette fois, je vais vous proposer d'évoquer 5 indications qui sont peut-être moins connues, en tout cas moins connues du grand public, mais tout aussi efficaces. D'ailleurs, certains sophrologues se sont même spécialisés dans certains de ces domaines. Quand on parle de sophrologie, les premières indications qui viennent à l'esprit sont souvent les mêmes, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil, la préparation, l'accompagnement à la grossesse, mais la richesse de notre métier va bien au-delà de ça, donc je vous invite à découvrir 5 autres possibilités, 5 autres usages de la sophrologie, tout en sachant qu'il y en a bien d'autres évidemment. La première indication, un peu moins connue, c'est la prise en charge de la douleur. Il est assez fréquent que nous recevions des clients qui vivent avec des douleurs. Ça peut être des douleurs chroniques ou aiguës, des douleurs physiques ou psychosomatiques. Et dans le cadre des douleurs psychosomatiques, parfois c'est pire parce que ces personnes ont déjà vu de nombreux professionnels qui leur ont répété, qui leur ont dit que tout ça c'était dans leur tête. Donc souvent quand on les récupère, ils sont quand même dans un état relativement désespéré. En tout état de cause, les douleurs physiques peuvent être terriblement envahissantes et perturbantes au quotidien. Elles réduisent souvent considérablement les activités d'une personne. Elles ont aussi des répercussions sur son état psychologique, puisque quelqu'un qui va vivre avec une douleur chronique, par exemple, peut avoir des répercussions sur son humeur. Par exemple, on peut développer une dépression. La sophrologie peut constituer un accompagnement adapté en complément du parcours médical, notamment pour aider les personnes à mieux vivre avec la douleur. Alors qu'il s'agisse de douleurs neurologiques, de troubles importants du transit, ou de troubles par exemple, je pense aux colopathies, ça peut être aussi les troubles ou les douleurs associées à des traitements lourds, notamment suite à des chimiothérapies, ou encore les acouphènes dont on parle, mais pas forcément toujours sous l'angle de la douleur, qui peuvent être extrêmement perturbants. La pratique régulière, l'entraînement régulier à certaines techniques de sophrologie permet de modifier la perception de la douleur. Ça va aider aussi à activer des ressources internes d'apaisement et puis de reprendre un sentiment de maîtrise sur son corps plutôt que de subir. Donc tous les outils qui vont aider à la prise en charge de la douleur, c'est vraiment un champ d'action extrêmement précieux et qui mérite d'être mieux connu. La deuxième indication, qui est un peu moins connue, c'est la gestion des crises d'angoisse. Alors, attention, il ne s'agit pas ici de parler du traitement de l'anxiété de fond avec la sophrologie, mais bien de l'accompagnement au moment de la crise et même parfois avant. Les crises d'angoisse sont de plus en plus fréquentes et moi j'observe dans ma clientèle, je reçois de plus en plus de personnes qui viennent avec cette problématique qui est très déstabilisante pour elles. Certaines développent même une peur de faire des crises qui limitent considérablement leur vie sociale. Par exemple, elles s'interdisent tout un tas d'activités par anticipation et surtout peur de déclencher une crise à l'extérieur, en particulier dans la rue ou dans les transports. Lorsqu'un client vit une attaque de panique, son besoin est immédiat. Souvent, il veut pouvoir agir vite et réussir à contenir la crise, parfois même à la désamorcer. Grâce à la respiration contrôlée, grâce à des techniques de réancrage et de recentrage, la sophrologie, ça devient un véritable outil de secours, un peu comme une boîte à outils dans laquelle elle va pouvoir puiser. On apprend par exemple à ralentir le rythme cardiaque,
à reprendre contact avec le corps et à sortir progressivement de la spirale anxieuse. Les techniques de sophrologie, dans le cas des crises d'angoisse, sont non seulement efficaces, mais extrêmement rassurantes. La personne concernée sait qu'elle ne peut pas toujours éviter la survenue des crises. C'est quasiment impossible d'empêcher que les crises arrivent. Mais elle reprend confiance dans sa capacité à y faire face avec des outils concrets. Je suis tout à fait convaincue que la sophrologie est un vrai atout pour les personnes qui vivent avec une anxiété récurrente. La troisième indication, moins courante, moins connue, c'est le soutien aux neuroatypies. Les profils neuroatypiques concernent les personnes qui vivent avec un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, les troubles 10, DYS, il y a toute une famille de troubles 10, des personnes qui ont un HPI, un haut potentiel intellectuel, ou encore les personnes à haute sensibilité émotionnelle. Alors, peu importe les profils, le but n'est pas ici de faire du diagnostic ni de coller des étiquettes à qui que ce soit. L'idée est plutôt de se placer du côté de la vie de tous les jours, du côté des gênes et des inconforts que ces personnes vivent au quotidien. Les personnes qui ont une neuroatypie doivent souvent composer avec une surcharge mentale, une hypersensibilité, des difficultés de concentration ou une gestion émotionnelle intense, notamment de l'hyperréactivité ou de l'impulsivité. La sophrologie ne prend pas en charge directement les neuroatypies, mais à nouveau, elle peut devenir une alliée du quotidien. Par exemple, on peut aider la personne à s'installer dans un cadre interne rassurant, on peut l'amener à réguler son niveau d'activation, on peut l'habituer aussi à mieux habiter son corps et à composer avec son fonctionnement singulier, notamment sur une meilleure gestion des fonctions exécutives. Donc, loin de chercher à normaliser qui que ce soit, la démarche sophrologique propose des clés d'adaptation, mais bien évidemment dans le respect total de la personnalité et des besoins de chacun. La quatrième indication, un peu moins classique, c'est ce que j'appelle le pilotage émotionnel. De manière assez courante, vous avez sans doute entendu parler de la gestion des émotions. Mais si on parlait plutôt de les comprendre, de les écouter et de les exprimer intelligemment. La sophrologie, c'est un formidable outil de développement de l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes domaines de prédilection, étant donné que j'ai consacré tout un ouvrage à ce sujet, et en particulier parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les émotions. D'ailleurs, je peux dire que la plupart des gens qui viennent me voir me parlent de leurs émotions. En ce qui me concerne, je préfère le terme de pilotage émotionnel, qui permet de prendre en compte les émotions et leurs messages, pour faire avec et se faufiler en conscience à travers les obstacles, étapes ou épreuves de la vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il vaut mieux savoir conduire que de laisser les émotions nous guider et nous entraîner dans des sorties de route. Les exercices de prise de conscience du corps et de ses réactions vont vraiment permettre de détecter les signaux faibles d'une émotion avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Avec l'apprentissage de la sophrologie, on peut déjà intervenir très en amont. La pleine conscience de ce que l'on vit permet aussi de retrouver du discernement, sans se laisser influencer par les biais émotionnels suscités par la peur, la colère ou la tristesse. Avec la sophrologie, avec de l'entraînement, on peut apprendre à faire le tri dans les ressentis émotionnels, on peut accéder plus facilement à la capacité à nommer ses besoins non satisfaits, et puis aussi on va avoir des techniques pour atténuer les effets désagréables des émotions et reprendre la main sur son monde intérieur et sur ses relations. Enfin, la cinquième indication, et qui me tient particulièrement à cœur également, c'est la créativité. La créativité est une capacité qui est souvent oubliée, voire minimisée, et pourtant c'est une ressource puissante pour s'épanouir, résoudre des problèmes, innover ou simplement se reconnecter à soi. Les états de conscience modifiés, qui sont propres à certaines techniques sophrologiques, permettent de dépasser le mental rationnel, d'ouvrir des espaces de visualisation et aussi des temps de reconnexion à l'intuition. Grâce à tout ça, on va pouvoir aussi trouver des idées nouvelles, des associations originales et parfois des solutions inattendues. Alors, je ne sais pas si j'ose le partager avec vous, dans le tout premier stage de sophrologie que j'ai fait en 1993, on nous a appris une technique de visualisation qui s'appelait le laboratoire intérieur.
Je dois dire que je n'ai jamais retrouvé cet exercice nulle part ailleurs ensuite. Mais bref, en ayant cette capacité de descendre en soi pour laisser libre cours à son imagination, voire la stimuler, on peut laisser jaillir des contenus, des idées et des projets vraiment intéressants. Vous savez sans doute que Salvador Dali était un adepte de la sieste flash qu'il utilisait, en bon espagnol, non seulement pour se reposer, mais surtout pour trouver des idées. Utiliser la sophrologie avec la créativité est l'un des domaines dont je pense qu'il a encore un potentiel largement inexploité. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Sophrologie et créativité, c'est souvent aller s'amuser avec son enfant intérieur. Et moi, je m'amuse régulièrement avec ce type de proposition. Alors si ça vous intéresse, je l'utilise beaucoup notamment et je communique beaucoup et je transmets beaucoup sur ce type d'outils sur mon compte Instagram qui s'appelle @atelier sophrocréatif. Ce compte, je l'ai ouvert au moment de la parution de mon livre sur les Power Cards, dans lequel on associait sur un plan positif la sophrologie et puis la créativité. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi tout ça en description de cet épisode. Vous l'aurez compris, la sophrologie ne se limite pas à apprendre à respirer pour se détendre. Ce serait vraiment une insulte à toutes ces possibilités. La sophrologie, c'est une méthode riche, adaptable et pleine de surprises que chacun de nous peut enrichir aussi avec sa pratique, avec ses découvertes. En tant que sophrologue, n'hésitez pas à vous spécialiser, à tester de nouveaux champs d'intervention, mais aussi à sortir de votre routine. Votre pratique recèle bien plus de potentiel que vous n'imaginez. Alors, avant de terminer cet épisode, j'avais une petite annonce. Sophie Chabot et moi relançons le sommet virtuel de sophrologie qui sera cette année dans sa 4e édition. Donc le sommet 2025, ce sera du 3 au 5 juin, donc les 3, 4 et 5 juin. Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous avec 6 sophrologues qui se succéderont au rythme de 2 conférences par jour. Alors le programme est bouclé, mais sans vous le spoiler pour l'instant, si vous vous êtes intéressé, si vous voulez rester informé, allez faire un tour sur la page Facebook du sommet. On a fait extrêmement simple, on n'a pas de site internet, on a simplement une page Facebook pour communiquer sur le sommet. Cette page, elle s'appelle Sommet virtuel de sophrologie. Voilà pour cette semaine. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager avec vos collègues qui pourraient être intéressés, mais aussi vos clients potentiels, car eux aussi ont peut-être encore beaucoup à découvrir sur les possibilités de la sophrologie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Profession Sophrologue.